Et du coup, je t'entends, Christophe. Tu laisses ouvert ton micro. Ah oui, excuse-moi. Je vais fermer. Ok, alors, donc, Learning Labs, bah, on avait déjà eu l'occasion de parler de Fab Lab, on avait déjà eu l'occasion de parler de ce genre de tiers-lieux, de choses comme ça. Tout ça, ça fait un peu partie de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, on a choisi donc de travailler sur ce sujet de Learning Lab avec trois intervenants. Et donc évidemment, il y en manque une qui va nous rejoindre. Donc à gauche, Olivier Bernard qui va se présenter, qui est un vieux copain du monde numérique. On a souvent intervenu ensemble dans diverses occasions et je pense que c'est quelqu'un à connaître dans le monde du réseau numérique, enfin de ce qu'on fait en France, etc. Et puis donc j'ai fait la connaissance de Delphine, qui est à côté, qui elle est une régionale de l'étape, qui est de Caen, et qui nous racontera tout à l'heure ce que fait Canopé en matière de Learning Lab, et on écoutera avec intérêt ce qu'elle a à nous présenter. Donc voilà, comme d'habitude, je fais pas de baratin, mais vous intervenez aussi souvent que vous le souhaitez en utilisant la zone de conversation où vous êtes en train de vous dire bonjour, là, comme d'habitude, et je fais attention à bien lire vos questions et à les transmettre aux uns et aux autres. Alors, eh ben, je vais donner la parole à Olivier pour commencer, parce que je voulais qu'Olivier intervienne sur des questions de définition de ce que c'était que ces Learning Labs. Alors, comme je sais que tu as préparé quelque chose, Olivier, je vais te laisser démarrer. Et puis, Ludivine, tout à l'heure, ta collègue, prendra la main. Alors, faut que tu nous dises deux mots de qui tu es, puisqu'on voit que sur l'écran apparaît la notion de IFP School. Donc, je crois que tu nous situes un peu où sommes-nous. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on sera deux, mais Ludivine n'arrivera pas avant 1h30. Elle avait des impératifs avant. Ludivine, elle va vous présenter un petit peu du projet qu'on a de construction d'un Learning Lab ici à l'école. Donc ça va être, on va rentrer dans le concret proprement dit. Et moi, dans la première partie, je voulais un petit peu vous montrer comment on en était arrivé là. D'accord? Comment on est arrivé au Learning Lab. Et effectivement, on est arrivé par l'entrepreneuriat. Alors avant de commencer par ça, je vais me présenter rapidement. Si je fais ça, vous voyez défiler les slides. Absolument. Impeccable. Donc moi je m'appelle Olivier Bernard. Hein. Alors il faut savoir que comme les profs ici à l'école, je suis professeur à IFP School. Donc IFP School fait partie d'un groupe qui s'appelle IFPEN, IFP Énergie Nouvelle. Donc on est un groupe qui travaille. Donc il faut savoir que c'est à la fois une école, mais c'est surtout un groupe de chercheurs. C'est important parce que ce Learning Lab, il n'est pas dans une école en fait. Il est aussi dans un groupe de recherche. Donc c'est environ 1500 chercheurs en France et l'école c'est 50 enseignants. D'accord? Donc l'école est toute petite par rapport aux chercheurs. Alors les profs viennent du monde de la recherche, moi je viens du monde industriel. Et ça aussi c'est important parce qu'on est une école, alors là vous le voyez maintenant, une école d'application. On forme des ingénieurs spécialisés. Donc tous nos étudiants sont déjà ingénieurs, on est une école de spécialisation. On fait donc une année supplémentaire et on travaille dans le secteur de l'énergie et des transports. On est à Rueil-Malmaison à côté de Paris. On a 350 étudiants. Alors, redis-nous quand même redis-nous le sigle IFP quand même. Donc c'est Institut français du pétrole, d'accord, et des énergies nouvelles, d'accord. Voilà. School. Donc 350 étudiants, 50% d'étrangers, 50 nationalités différentes. C'est très important aussi dans nos façons d'enseigner en fait, hein, parce qu'on parle et beaucoup en anglais, mais on a des gens qui viennent du monde entier. Beaucoup d'innovation pédagogique et comme on est une école d'application, on fait pas beaucoup de théorie, on fait beaucoup de mise en pratique. Tout ce que je vous dis là, c'est pas par hasard. Hein. Je vais refaire le lien avec notre projet de Learning Lab qui va arriver. Et on a effectivement développé deux MOOC, d'accord. Un sur le développement, la sustainable mobility, donc la mobilité durable, et un sur la chaîne de traitement de l'oil and gas. Je vous en parle aussi parce que vous allez voir dans notre Learning Lab, on a un petit coin vidéo, atelier vidéo pour faire des MOOC. Donc vous allez voir, c'est un Learning Lab qui est un petit peu adapté à ce qu'on fait. Alors, avant d'arriver au Learning Lab et ce que nous, on a voulu mettre dans notre Learning Lab, et puis Ludivine vous présentera notre projet proprement dit, je voulais vous expliquer comment on en est arrivé là. D'accord? Donc effectivement, on va parler d'entrepreneuriat, et si tu es d'accord Jacques, je voulais te montrer un peu le projet entrepreneuriat qui nous a conduit au Learning Lab. Je sais pas si ça te va. Ça vous va? Allons-y. Carte blanche. D'accord. Donc, faut pas me donner carte blanche. Hein. Je suis belge, ne jamais donner carte blanche à un belge. Donc, le cas. En fait, comme beaucoup d'écoles, donc on a voulu développer un projet en entrepreneuriat et former nos étudiants à l'entrepreneuriat.
dans un contexte multiculturel, puisqu'on a énormément de nationalités différentes. Donc l'objectif de l'école, c'était de proposer à la fois des cours, mais surtout un accompagnement, parce qu'on va le voir qu'on a des étudiants à la sortie de notre école, même si c'est pas notre objectif numéro 1, qui ont créé des entreprises. Et donc on a voulu et développer des pédagogies, et développer des cours, et développer des lieux qui nous permettent d'accompagner ces étudiants. Pour les étudiants qui vont suivre cette option, c'était gérer les projets, développer l'innovation et la créativité, travailler en équipe en milieu interculturel et savoir vendre des projets en faisant de la communication par des pitchs. Donc ça, c'est assez, je dirais, classique. Alors, comment ça s'est passé? La première expérience s'est déroulée l'année passée et on recommence cette année. Donc on a créé 10 jours de projet et 9 jours de cours. C'était proposé à 115 élèves, il y en a 31 qui ont choisi cette option. D'accord? Et on s'est donc retrouvé à développer une pédagogie de learning by doing. L'idée, c'était qu'ils créent une entreprise, en fait, dans un délai de 1 mois. D'accord? Avec des pédagogies très accompagnatrices. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme accompagnant? On avait des encadrants de l'école, donc on avait 2 personnes de l'extérieur, 3 profs de l'école des différents centres de notre école, et une personne de la direction stratégique d'IFPEN. Ça, c'est important, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de sélectionner des PME-PMI. D'accord? Puisqu'on aide aussi des PME-PMI à travailler dans le monde de l'énergie. Donc on avait des gens, des professionnels, on n'était pas que des profs, plus des encadrants internes. Ensuite, on a commencé à aller dans des lieux, parce que dès qu'on parle d'entrepreneuriat, on dit on veut réaliser des prototypes. À un moment dans le processus d'entrepreneuriat, on veut faire des prototypes. Et là, on a commencé à visiter, c'est maintenant où là je vais refaire mon lien avec notre futur Learning Lab, on a commencé à visiter et utiliser des lieux. Donc on est allé dans des Fab Labs, on a utilisé le Fab Lab du CESI, que vous voyez là dans le bas de la photo, qui est un Fab Lab qui est dans une école d'ingénieurs qui est à côté, qui est à Nanterre, donc c'est assez pratique pour nous. On a vraiment utilisé le Fab Lab. On est également allé visiter les incubateurs de start-up. Donc nos étudiants, on les a confrontés à ça, et nous profs, on a vu un petit peu ce que c'était, et finalement c'est ce qui nous a poussé ensuite à regarder ce qu'on pouvait faire de ces lieux. Et ce qu'on a voulu faire à côté de ça, c'est de faire des suivis personnalisés. Et là, je peux vous montrer quelques exemples où des étudiants ont fait des concours et ont essayé maintenant de créer des petites startups, je dirais. Donc, il y en a un qui est en bas qui a fait un concours sur un parking qu'on voit, je pense, ici. Donc voilà, il avait fait iPark. Et donc, il a développé des vidéos, il a développé une application, il a fait un prototype. Et tout ça, on sent bien que dans une école traditionnelle, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas les lieux pour faire ça. Donc, les prototypes ont été faits au Fab Lab du CESI. On a commencé, je dirais, l'analyse de marché a été faite avec IFPEN, direction stratégie. Le business plan a été fait avec Centre Économie. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on doit aller chercher des compétences un petit peu de différents endroits. Et finalement, le Learning Lab, ce qui va nous permettre, c'est de remettre toutes ces compétences dans un même lieu géographique à un moment donné. Et c'est un petit peu ça qu'on a cherché aussi. Donc si j'en arrive à qu'est-ce que c'est qu'un Learning Lab, alors on avait fait d'autres événements, effectivement, qui sont aussi dans ces slides. Hein. On avait fait des conférences, ça ce sont 4. Donc là, on a Drust, on a Earthquake, on a une société qui n'a pas encore de nom, mais ce sont 4 de nos jeunes sortants qui ont créé des startups. Alors ça peut être des startups dans le monde de l'énergie, puisqu'on travaille quand même beaucoup dans le monde de l'énergie, de la géologie, mais vous voyez là où il est marqué NF 2012, il est en train de développer une alarme de maison. D'accord? Donc on a aussi des gens qui font ce genre de choses, un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Et on les a accompagnés. On a fait également d'autres conférences. Alors, donc ce qui est important ici, c'est qu'en fait, cette expérience d'entrepreneuriat et d'innovation, on a créé 2 choses. Toute une cellule de cours d'entrepreneuriat, et finalement, à la fin de cette première année, il nous a manqué un endroit où on puisse faire travailler les étudiants ensemble. C'est-à-dire qu'on avait un groupe de 31 étudiants, vous avez vu dans les slides avant, et ce qui nous manquait, c'était un vrai endroit, je dirais, où on puisse faire venir des experts en fonction de leurs questions, et on puisse travailler tous ensemble. Alors bien sûr, on a des grandes salles de cours, mais les salles de cours n'étaient pas toujours adaptées. Donc on a eu un vrai problème de pouvoir travailler dans des lieux et conviviaux, je dirais, et qui permettent de bien travailler à 31 sur des sujets. Et aussi avoir, à certains moments, des petites salles où on peut aller. Alors, dans une école, on a plein de salles, on peut aller dans des salles, etc. Mais à la fin de cette expérience, les profs ont dit, mais il nous manque un endroit où on puisse travailler de façon collaborative en multilingue. D'accord? Et qu'on puisse parler avec plein de gens dans le groupe IFPEN ou en dehors du groupe IFPEN. Ça, c'est le premier point qui est sorti de cette expérience. Le deuxième point, c'est que nos étudiants ont fait pas mal de projets et pas mal
de construction au CESI, hein, je dirais, donc au Fab Lab du CESI, beaucoup de prototypes, et que ces prototypes ont vraiment intéressé l'industrie. Et là, donc on travaille avec beaucoup d'industriels. Hein. On peut dire que 75% de nos étudiants sont des apprentis, donc ils sont subventionnés par des industriels. Hein. On est une école qui pratique beaucoup l'apprentissage. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, beaucoup des industriels étaient intéressés par ces projets d'étudiants et étaient même intéressés par donner des idées pour les prochains éditions de ces formations d'entrepreneuriat. Donc là, on a eu un lien avec les entreprises. Et finalement, cette idée-là, c'était aussi où on peut accueillir nos entreprises ici, en dehors d'un cadre scolaire proprement dit, dans une salle de cours, pour qu'il se passe quelque chose entre nos entreprises partenaires et nous, écoles. D'accord ? Et puis, on avait l'IFPEN. L'IFPEN, qui est un des plus grands déposants de brevets en France, dans le monde de l'énergie, qui effectivement lance des PME-PMI, et on a énormément de contacts, on est dans le même groupe, hein, vous allez me dire, donc c'est un peu normal, on a beaucoup de contacts avec la cellule stratégie de l'IFPEN, avec les PME-PMI, et eux aussi voudraient faire des incubateurs de start-up. Et c'est à partir de là que sont nées toutes ces idées de Learning Lab. Donc si je passe au slide suivant, on a hésité, donc il y a une question, c'est un incubateur académique? Non, ce ne sera pas un incubateur académique, hein, je vois qu'il y a une question de Patrick Lemaire qui est là en bas. Ce ne sera pas un incubateur académique, hein. C'est-à-dire que ce sera un incubateur qui sera avec IFPEN. Donc vous allez voir, ça c'est un petit peu les 4 idées qu'on avait à la fin de notre projet entrepreneuriat. D'accord? Et effectivement, il y a beaucoup d'écoles qui font des incubateurs académiques. Nous, ce sera un incubateur géré par IFPEN. Donc vous allez voir qu'on s'est partagé, on va se partager ce lieu, et c'est ça que je trouve magique ici, hein. On va se partager ce lieu entre une école, l'académique, et de l'autre côté, entre finalement un acteur du monde industriel, quoi. Via IFPEN, qui est un acteur avec qui on a des relations, on fait partie du groupe, donc parfaite, mais évidemment, on aimerait bien aussi après l'ouvrir à d'autres industriels. Donc on a cette double vue un petit peu en tête. Il faut savoir que nous, on a beaucoup de profs. Moi, j'ai travaillé chez Total pendant 15 ans, hein, d'accord? Donc beaucoup de nos profs viennent du monde industriel, donc on a déjà un petit peu ça en tête. Alors à la fin de notre projet entrepreneurial, on s'est retrouvé avec cette vue-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait. Donc les profs qui ont travaillé dans ce projet entrepreneurial, après cette première année, on avait vraiment vécu quelque chose. On s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et là, il est revenu 4 axes. On a d'abord le Learning Lab. Alors, le Learning Lab, c'est quoi? C'est un endroit où les profs pouvaient expérimenter des nouvelles pédagogies. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est connecté, par définition, où on a, alors il peut y avoir plein de choses, on a visité tout plein, c'est un endroit qui permet de se connecter à plein de choses, d'avoir des profs de l'étranger, d'avoir des choses collaboratives, d'accord? Donc ça, c'était un petit peu le premier objectif, un Learning Lab. Le deuxième objectif, c'était ce qu'on appelait à nous un Living Fab Lab. Un Fab Lab, si vous voulez. Hein. On a utilisé un autre mot nous, pour être plus originaux, mais un Fab Lab, c'est-à-dire un endroit où les élèves puissent prototyper des innovations dans le cadre de leur projet. Finalement, le Fab Lab du CESI. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que nous, on en faisait un en interne? Ouvert aussi sur le monde, mais comme fait le CESI. Hein. Le CESI est en train d'ouvrir sur le monde de l'entreprise, parce que les Fab Labs, c'est des lieux que les entreprises sont intéressées par les Fab Labs. Hein. Donc on a un vrai intérêt, et les écoles, CESI y compris, quand on travaille avec eux, sont intéressées par cette ouverture dans le monde industriel. Quand on est des écoles d'ingénieurs, on adore ça, et c'est un peu notre but. Troisième objectif que certains profs ont demandé, c'est un incubateur de projet. C'est-à-dire c'est un endroit où les étudiants peuvent se rencontrer en dehors d'un espace de cours, d'accord, pour que les élèves développent des nouveaux produits, des nouveaux services. Mais c'est plutôt l'aspect projet. D'accord, avec des méthodes et des choses comme ça, et des gens à leur service. Et la quatrième chose, alors un incubateur de projet, c'est aussi, ils viennent avec leurs idées et on les accompagne. C'est un endroit, une espèce d'endroit où on a des services pour accompagner des structures. Quatrième chose, et là on est bien d'accord, ce serait un incubateur académique dans ce cas-là. Vous allez voir après ce qu'on a retenu, hein, d'accord? Ça, c'était nos idées, je dirais, après notre première phase d'entrepreneuriat. Quatrième chose, c'était un espace de coworking. Donc un coworking place, on aime bien parler en anglais ici aussi. Donc c'est un endroit où les élèves peuvent travailler sur leur projet en dehors de salle de classe. Un endroit convivial où on peut travailler multilingue, où je dirais avec des tables qui bougent, des tableaux qui bougent, des murs modulables, de façon à pouvoir, je dirais, travailler ensemble par petits espaces et ensuite pouvoir se regrouper. Donc voilà, ça c'est les 4 points qui étaient sortis de notre expérience d'entrepreneuriat. Et ces idées, elles sont vraiment venues de l'entrepreneuriat. Et à côté, on a quand même, j'aurais dû le rajouter là, on a quand même nos MOOC. Donc on a 2 MOOC qui tournent, avec lesquels on fait les enregistrements. On utilise de plus en plus la vidéo à l'école, même si on est une école d'ingénieurs. Il y a même des étudiants qui font des vidéos pour nos cours, enfin ils produisent eux-mêmes des vidéos. Et j'avais encore, je dirais, alors on pourrait le mettre dans le Learning Lab, mais on avait encore ces MOOC là qui restaient, qui étaient un 5e point.
Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? D'accord? Alors, ce qu'on a retenu de tout ça, je vais essayer de passer, voilà, c'est super, à la slide suivante. On a gardé deux priorités dans notre projet. On a gardé deux priorités dans notre projet. La première priorité, c'est un espace de travail collaboratif. Alors, pourquoi on a gardé ces priorités? Alors, il faut savoir ces 4 points-là, on les aime bien, hein, d'accord? Mais comment on a séparé les choses? Alors, je dirais, le Fab Lab, on a décidé de ne pas en faire. On a décidé d'aller travailler et de faire des coopérations avec des Fab Labs déjà existants. Donc, on va se déplacer avec nos étudiants et on va aller dans d'autres Fab Labs. On n'a pas voulu remettre de l'argent là-dedans parce qu'on voit par exemple le CESI, et bien là on a mis le CESI, on va travailler avec eux, ils sont juste à côté, on est à une station de RER, c'est juste à côté, et ça nous permet je pense que ce qui est important pour des étudiants, et quand on va dans un Fab Lab, ce qui est très important, c'est que les gens qui encadrent soient des pédagogues, ce soit à la limite des profs, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un Fab Lab, mais quand on arrive dans un Fab Lab, c'est un espace qui est très collaboratif, coopératif et tout ce qu'on veut, mais c'est un espace qui est aussi très intimidant, moi je trouve. Et il faut vraiment être encadré. Et là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec les gens du CESI, c'est que les gens, en fait, sont des gens qui ont l'habitude d'encadrer des étudiants. Et c'est des gens qui arrivent à les faire progresser. Et c'est incroyable ce qu'ils arrivent à produire en très peu de temps, parce que leur temps, on le limite assez. C'est pour ça qu'on a continué de travailler avec eux. Eux, ils aiment bien travailler avec nous, parce qu'effectivement, eh ben, ils sont obligés de tout faire en anglais, d'accord? Et le CESI a pas trop l'habitude de travailler en anglais. Et nous, eh ben, à cause de notre population, tous les cours, en tout cas tout ce module-là, se fait en anglais. Donc, il y a un vrai intérêt partagé. Donc, je dirais, le Fab Lab, on l'a pas supprimé de notre projet, mais on l'a externalisé avec le CESI. Ensuite, on a l'incubateur. Et là, donc, je vais compléter ma réponse que j'ai fait tout à l'heure à Patrick Lemaire. C'est que l'incubateur de projet, donc, effectivement, on a, nous, des étudiants qui montent des startups. On en a au moins 4. Hein, on en a accompagné 4 pour l'instant. Et on en a une 5e qui est en train de faire un très, très beau projet, mais pour l'instant, qui est en train de déposer des brevets, donc je vais pas trop en parler. Et donc, là, tout ce qui est incubateur de projet, on a décidé, on va rentrer dans un projet avec l'IFPEN. L'IFPEN va, en tant qu'industriel, d'accord, va, je dirais, soutenir la création de projets. Et donc, ça va être un incubateur pour industriels, je dirais, enfin pour industriels, pour des sociétés, d'accord, et pas du tout un incubateur académique. Et nous, nos étudiants, ceux qui voudront créer des sociétés, on en a peu, hein, c'est pas notre objectif premier, pourront profiter de ce projet IFPEN. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que notre Learning Lab, on va appeler ça Learning Lab, mais notre endroit là où il va se passer quelque chose, là, notre cube avec la fenêtre et la porte, là, et ben, ça va être un endroit partagé. Et nous, on nous tient parce qu'il n'y aura pas que de l'académique, il y aura aussi ce que moi j'appelle des industriels, hein, des mondes professionnels. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que nos étudiants auront accès à ça. Ensuite, il nous reste les 2 axes en diagonale. Donc le 1, le Learning Lab. Donc effectivement, on l'a gardé comme priorité, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer du matériel pour que nos professeurs puissent envisager des nouvelles pédagogies. D'accord? Et ensuite, et ce sera notre priorité, c'est même avant le Learning Lab, c'est donner un endroit où les étudiants puissent travailler ensemble. D'accord? Et où les profs puissent travailler ensemble sur des projets. C'est-à-dire pas avoir des salles de classe et des paperboards, mais avoir des salles où chacun a une espèce de lieu où il puisse créer dans un temps imparti. Donc voilà un petit peu où on en est, nous, de notre projet. Alors après, vous allez voir qu'on a avancé beaucoup plus que ça. Je t'interromps. Donc on va avoir Ludivine qui nous racontera la suite. Moi, les questions que j'avais envie de te poser, même si ça va être difficile pour toi de répondre, parce que je pense que si je comprends bien, vous êtes en train de développer ce truc-là. Qu'est-ce qui te paraît d'un point de vue pédagogique transposable ailleurs? On voit très bien que ça colle pile poil à l'univers de l'Institut français du pétrole, mais est-ce que tu sais déjà dire, toi, ce qui te paraît particulièrement exemplaire, et si on voulait se lancer dans un Learning Lab, ce qu'il ne faudrait pas rater? Est-ce que tu as déjà la maturité pour répondre à ça, ou c'est trop tôt? C'est un peu tôt. D'accord? Parce qu'effectivement, on est au début de notre histoire. D'accord? Mais avec le peu de recul que j'ai, avec notre expérience sur l'entrepreneuriat, je pense que si une école veut faire un Learning Lab dans un contexte académique, je pense qu'elle peut, dès le départ de son projet, essayer de l'ouvrir à un monde professionnel, en fait. Je pense qu'elle s'enrichira beaucoup. Quitte à louer le lieu, mais à le penser pas juste école. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors nous, on est un petit peu poussé par notre ADN, je dirais, et une école les peut-être pas. Et tu vois, tu parlais avant qu'on commence de l'ESM Lyon qui a fait ce genre de choses. Et je pense très vite, les industriels... Enfin, je pense qu'il est super dans cette expérience, c'est que les académiques peuvent prendre de l'avance sur le monde professionnel. Moi, je dis industriel parce que, excusez-moi, je viens beaucoup de là, mais le monde professionnel qui est intéressé par ce genre de choses
et on peut de nouveau retrouver une très forte collaboration de l'académique et du milieu professionnel. Et ça, je pense que c'est très fort. Et je pense que les Learning Labs permettent de faire ça. Donc, je pense me paraît transposable dans ce que tu dis, c'est le learning by doing. Ça me paraît vraiment un axe très 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 fort. Et puis, un learning by doing qui n'est pas scolaire au sens isolé du reste du monde, mais qui est au contraire impliqué dans une réalité concrète, qui fait principe de réalité. Et ça, effectivement, c'est un levier très très fort. Et du coup, on voit bien que on n'est plus exactement dans un Fab Lab, on est dans une démarche un peu différente où on va tester de nouvelles pédagogies. Oui, et avec sur des sujets à la limite qui viennent du monde professionnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les problématiques viennent du monde professionnel. Donc votre façon d'enseigner, elle va plus être académique du tout. Elle va être et la façon dont les étudiants, la motivation des étudiants, et ça je l'ai vu dans le projet entrepreneuriat, elle est juste incroyable, quoi. C'est leur projet et ils peuvent aller très loin. Il y en a qui vont très loin dans des concours. Bon, écoute, on a fait un tiers du temps, donc je propose de passer la parole à Delphine, et puis on revient vers toi dès que Ludivine aura eu le temps de nous rejoindre. Alors Delphine, je vais afficher donc cette fois-ci votre présentation. Donc pour ceux qui ont pris un peu en route, Delphine est une régionale pour vous de l'étape. Elle porte la casquette Canopé, et donc vous allez nous expliquer pourquoi Canopé a ouvert ou comment Canopé a ouvert un Learning Lab à Caen. Bonjour, je me présente Delphine Bruchy, directrice de l'atelier Canopé Calvados. Je vais dire un petit mot sur Canopé. En fait, Réseau Canopé est un opérateur qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et en fait qui a pour but de renforcer l'action de la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves. Communauté éducative, ce ne sont pas seulement les enseignants, ce ne sont pas seulement le personnel d'encadrement, les inspecteurs, etc., mais ce sont aussi les parents, les associations partenaires de l'école et tous ceux qui s'intéressent à la question de l'éducation. Et donc, on intervient dans 5 domaines clés. Donc, voilà, je les ai affichés sur l'écran. Et donc, on peut présenter en fin de compte Canopé aussi comme un écosystème d'expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage collaboratif en classe. Voilà. C'est pour ça aussi que on se positionne comme Pédagolab et comme Learning Lab. Donc, on a des petits soucis de son, Delphine. Je ne sais pas si on peut améliorer parce que je vois que le micro il est vraiment très très proche de votre bouche, mais par moment ça fait des petits chuintements. C'est un peu dommage. Je crois qu'on a à peu près compris les premiers mots, mais je ne sais pas si vous avez une possibilité d'amélioration du micro, peut-être en parlant plus près, je ne sais pas. Comme ça? Non, c'est pas mieux? Si, c'est mieux, mais on va voir si ça tient, donc on continue. Donc, qu'est-ce qu'un atelier Canopé? Alors, Réseau Canopé est un réseau national et dans chaque département, il y a un atelier. Donc, l'atelier Canopé, c'est à la fois un lieu, voilà, un lieu physique. Par la suite, je vais vous montrer des photos. Voilà, donc là, par exemple, vous avez la définition donnée par Réseau Canopé. Donc, c'est un lieu de création et d'accompagnement pédagogique, favorisant la collaboration et l'échange de pratiques entre pairs pour toute la communauté éducative. Et c'est un espace de médiation, d'innovation, de formation et d'acculturation au numérique éducatif. Voilà, et donc, c'est un lieu qui est en permanence en évolution. Donc nous, par exemple, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler sur l'atelier Canopé, en fait, il y a eu, c'est une réflexion déjà qui a démarré en 2013-2014. L'atelier de Caen est un atelier assez ancien qui date déjà de 2014, mais il y a encore des ateliers qui sont en pleine réflexion, voilà, et à l'interne, on a mis en place ce qu'on appelle
comment dire, une labellisation, c'est-à-dire qu'il y a une charte qui a été élaborée à partir des besoins des usagers de la communauté éducative. Et il y a eu un travail effectué avec des architectes, des designers pour tenter de répondre à ces besoins. Voilà. Et donc les ateliers qui répondent à ces besoins sont labellisés à l'interne. Alors, je relève une question de Christophe qui demande si les ateliers sont ouverts entre formateurs ou aussi aux apprenants. Alors, ils sont ouverts à tous, aux formateurs, aux apprenants. En fait, c'est la communauté éducative vraiment au sens large. Et en dehors de l'éducation nationale, demande Frédéric? Oui, tout à fait, à tout le monde. Effectivement, voilà, comme je disais, en fait, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont intéressés par la question de l'éducation. Alors, effectivement, notre public premier, c'est quand même de la maternelle au lycée. Mais voilà, pour de plus en plus d'animations que nous pouvons mettre en place, en fin de compte, une ouverture vers l'enseignement supérieur, voilà, est vraiment la bienvenue parce que ça permet d'avoir d'autres regards et d'apporter. Ah, quelqu'un témoigne, il a déjà participé à des ateliers canopés. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était sur le slide suivant. Donc l'atelier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Voilà. Donc je vous ai mis les différentes briques, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des ressources, puisqu'en fait, à la base, historiquement, on était surtout un centre de ressources. Mais aujourd'hui, en fait, on a toujours des ressources, à la fois physiques, mais aussi numériques, mais aussi on va proposer beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire des animations, donc des ateliers d'éveil, voilà, des formations, mais aussi un accompagnement dans les établissements scolaires, mais pas que, puisqu'en fait on est ouvert au-delà du cadre scolaire. Un accompagnement pour expérimenter des usages, et puis on souhaiterait aussi partir vers l'innovation. Voilà. Mais l'innovation, c'est une rupture, donc ça c'est plutôt quelque chose qui travaille dans le temps. Pas mal de questions dans le chat, si vous pouvez bien les prendre. Est-ce que c'est en libre service ou est-ce qu'il y a des regroupements? Et comment on fait pour faire venir des professionnels? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a une adhésion? Comment ça marche? Alors, en fait, pour venir découvrir le lieu, se poser, y travailler, échanger, etc., c'est gratuit. Par contre, effectivement, à partir du moment où il y a participation aux animations, aux formations, l'emprunt de ressources, voilà, et pour un accompagnement plus poussé, effectivement, c'est une adhésion. Donc, soit c'est une adhésion individuelle. Donc actuellement c'est encore 15 € pour un an, l'année. Après si c'est une structure, tout dépend du type de structure et du nombre de formateurs de la structure. Alors, ouvert en libre service où il y a des thématiques de regroupement. Ça par contre je ne comprends pas la question thématique. Est-ce qu'on vient comme dans une auberge espagnole avec ses propres questions ou est-ce qu'il y a déjà un calendrier des questions que l'atelier va traiter? Ou est-ce que c'est mixte finalement? On peut apporter ces questions ou répondre à celles qui sont déjà traitées. Alors après, tout dépend. Je veux dire, voilà, effectivement, après si c'est dans notre, on va dire si ce sont des questions qu'on a déjà traitées, après oui, pas de souci. Après sinon, il faut quand même venir un peu en amont, qu'on travaille ensemble et voir effectivement comment on peut traiter ces différentes questions pour et voir ce qu'on peut faire ensemble en fait. Merci. Et puis, comment faire venir des pros dans un On a effectivement, on se dit bien, enfin Canopé, alors bon, c'est peut-être le défaut de ceux qui sont pas éducation nationale, on identifie Canopé à l'éducation nationale. Et on se pose toujours des questions de savoir si c'est facile, si c'est ouvert à des gens qui ne sont pas éducation nationale, donc bon, évidemment des formateurs de l'enseignement professionnel comme nous, ou quelque chose de plus ouvert, où effectivement des professionnels, un peu comme nous l'explique l'IFP de Rueil, là, où on va avoir une rencontre
entre des attentes professionnelles. Alors je sais pas, c'est peut-être plutôt orienté CFA ou ce milieu-là, j'imagine, j'en sais rien, mais où on aurait effectivement la possibilité, dans le cadre de l'atelier, d'avoir des rencontres entre le terrain, l'académique et le pratique, un peu, enfin ce style de réflexion. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est l'objectif. Après, je ne dis pas forcément qu'aujourd'hui ça existe dans tous les ateliers, etc. Mais c'est ce vers quoi on tend. Voilà. Donc ça fait partie de l'évolution souhaitable. Donc n'hésitez pas, oui d'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à aller soit à me recontacter par la suite, soit à aller vers l'atelier le plus proche, rencontrer les directeurs d'atelier qui sont vraiment ouverts à toute proposition. Voilà. On est là aussi pour ça, ça fait partie de la activité et effectivement le but c'est vraiment de s'ouvrir au maximum pour avoir différents points de vue et pour que tout le monde s'enrichisse, je veux dire que s'enrichissent les uns les autres. Alors, je vois qu'il y a un atelier à Caen, à Alençon, en plus de Caen, donc il y a d'autres lieux sur la région? Oui, alors en fait il y en a un par département, donc il y en a un à Alençon, un à Saint-Lô, un à Évreux, et il y en a deux exceptionnellement en Seine-Maritime, un au Havre et un à Mont-Saint-Aignan. Voilà, donc en tout ça fait 6 ateliers pour la Normandie, et après après il y en a un dans chaque département en métropole et dans les dom-toms. Très bien. Voilà. Donc aussi, je voulais attirer l'attention sur les 5 points sur lesquels en fait on s'est appuyé. Donc je vais vous montrer après je vais reprendre chacun de ces points très rapidement et juste montrer des photos pour vous à peu près à quoi ça ressemble. Donc d'abord par rapport à l'organisation de l'espace et le mobilier, effectivement le but c'était de à la fois de répondre aux besoins des usagers. Donc comme je vous disais, il y a eu un cahier des charges, on a postulé, on a essayé de répondre au maximum à ce cahier des charges, il y a eu un jury et ensuite on a été labellisé, donc avec une réflexion sur l'offre de service, comment on pouvait reprendre les différentes propositions, formation, accompagnement, tout ce qu'on pouvait proposer, mais aussi un travail sur le mobilier pour que ça soit convivial, pour que les gens aient envie de s'y retrouver. On s'appuyait sur aussi l'idée de modularité, de travail sur des nouvelles pédagogies, nouvelles méthodes pour travailler ensemble, que ce soit entre adultes, dans le cadre de la formation adulte, mais aussi avec des élèves, avec des étudiants. Voilà. Le but, c'est vraiment de favoriser la rencontre et l'échange. Voilà, et surtout je sais pas si ça se voit bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont sur roulette. En fait, tout est modulable. L'espace tel que vous le voyez sur les photos, en fait, il était différent il y a 2 mois pour certaines parties et encore différent il y a 1 an. Voilà, donc on essaye de faire évoluer en fonction des besoins. Alors, quel est l'intérêt pour un professionnel de venir dans un learning de formation, si ce n'est l'aspect coworking? Alors au-delà du coworking, après c'est aussi pour tester, comment dire. Pour moi, ça permet aussi de découvrir un environnement différent. Alors effectivement, par rapport à d'autres learning labs, voilà, tous les learning labs, on va dire, se ressemblent. Donc pourquoi c'est celui-là plutôt qu'un autre? Le but, c'est pas seulement de travailler entre soi, c'est aussi de venir avec des étudiants, avec je sais pas, une classe, etc., et de pouvoir tester tout en étant dans un espace sécurisé et être accompagné. Parce qu'en fait, voilà, il y a une équipe qui est formée avec des profils différents, même s'ils appartiennent à l'éducation nationale, je le précise. Voilà, mais effectivement, en fait, la personne n'est pas seule, en fait, pour tester une autre manière de travailler. Voilà, donc au-delà du coworking, c'est aussi pour tester un autre type de pédagogie. Alors, faire du lien entre les formations avec sur des projets professionnels. Oui. Alors là, effectivement, on a du matériel à disposition et pareil, en fait, ce qu'on met, ce sur quoi on travaille, les méthodes, différents types de pédagogie, etc., ça peut s'adapter en fait à tout type de milieu.
Donc même dans le cadre de projets professionnels avec des étudiants. D'ailleurs, on travaille avec, par exemple, avec l'ESPE où nous avons des étudiants qui viennent avec leurs projets et puis voilà, on leur donne des conseils sur quels outils utiliser, quel matériel, comment enrichir leur projet. Voilà, on est là pour les accompagner et en fait, ils travaillent entre eux, ils peuvent venir quand ils veulent. Learning Lab Network. Alors non, en fait, on est en train de postuler pour effectivement avoir le label Learning Lab Network, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, mais effectivement, c'est notre objectif puisque on veut rentrer dans ce réseau-là et effectivement être dans cette logique de réflexion autour des espaces. On va présenter après l'intervention de Delphine une petite vidéo de 2 minutes là sur justement ce que c'est que ce Learning Lab Network et ça permettra à Ludivine que je vois à côté d'Olivier de reprendre la main et nous dire effectivement si elle est dans la continuité de ce que dont on parlera. Est-ce qu'on peut avoir la suite des balises? Oui, je vais être très rapide. Donc le balise 2, donc bien sûr la prise en compte du fait que le développement des environnements numériques peut bousculer les espaces d'apprentissage, mais pas que le numérique. C'est pour ça que j'avais illustré avec des Lego, qui est très utilisé dans le cadre notamment de l'agilité. Aussi sur le fait que ressources et formations sont indissociables. Voilà, donc là je reviens à l'idée des briques du début, c'est-à-dire que tout est lié. Voilà, l'accompagnement plus formation, plus la mise à disposition de ressources. Pour moi, c'est ça aussi un learning lab, c'est-à-dire c'est une complémentarité entre toutes ces Alors, qu'est-ce que je mets dans ressources? Alors, ce sont des ressources physiques, c'est du matériel, des ressources numériques. Voilà, c'est vraiment en fonction de la demande. Alors, effectivement, comme on est, notre public premier, on va dire, c'est le secondaire. Voilà, on va avoir des jeux, des expositions, des ouvrages, etc. Mais on a aussi du matériel numérique. On a aussi par exemple un simulateur de roue qui est très utilisé, on a des robots, visualiseurs caméra, téléviseurs tactiles, genre voilà, c'est tout ça aussi qui peut être des à enseignants, disposition. Donc, des ressources pédagogiques, mais pas seulement. Comment? Et des enseignants, si j'ai bien compris, non? Des intervenants? Attendez, alors là je ne comprends pas. Des enseignants? Est-ce qu'il y a des personnes ressources? Ah oui, alors des personnes ressources, oui, tout à fait. Il y a des personnes ressources. Donc, faut pas hésiter aussi à venir nous voir parce qu'effectivement, on peut faire appel à des personnes ressources. Ah bien, merci. Donc, quatrième balise, donc bien sûr le droit à l'erreur et à l'expérimentation. Donc, c'est pour ça que il y a une équipe qui est formée justement pour accompagner et avoir une attitude bienveillante. Je passe rapidement parce que je pense que j'ai mangé beaucoup de temps. Et puis tout simplement l'idée de bien-être. Voilà. Donc et cette idée de bien-être, voilà, c'est aussi dans une réflexion dans l'aménagement, le fait que tout le monde peut venir se poser, travailler, venir nous poser des questions, demander un accompagnement. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on souhaitait faire passer. C'était un peu rapide. Et puis donc ce que je voulais donc pour conclure, ce sur quoi je voulais insister, c'est que voilà, c'est un lieu, un espace, mais ce n'est pas que ça. Ce qui est important aussi, c'est le fait que le Learning Lab doit dépasser le lieu. C'est aussi un travail hors les murs, puisqu'en fait, voilà, on se déplace actuellement dans les établissements scolaires. On commence à travailler avec des bibliothèques. Voilà, pour apporter aussi notre savoir-faire. Et aussi, c'est un travail en réseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Et le Learning Lab, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre dans notre coin. Voilà, le but, c'est de travailler avec des partenaires. Donc, partenaires naturels, bien sûr, c'est le rectorat, l'ESPE, mais aussi les partenaires de l'école. Les parents, voilà, et donc effectivement on aimerait bien s'ouvrir au milieu professionnel, voilà, à tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Combien on touche de personnes par semaine, par mois? Alors ça dépend en fait sous quelle forme. C'est-à-dire que voilà, en fait,
Ça dépend. Voilà, ça dépend sous quelle forme. Pour l'accès aux ressources, la mise à disposition de ressources, on touche environ pour l'atelier de Caen 300-400 personnes. Après, pour l'accompagnement, ça dépend. On est plus ou moins sollicité. La dernière fois, on a organisé un débat, on avait une quarantaine de personnes qui étaient issues de milieux différents. Donc 40 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est très bien parce que elles étaient. On avait des personnes de l'université, on avait des associations de personnes en situation de handicap, puisque là c'était sur l'inclusion. Voilà, on a organisé un débat. Donc ça dépend vraiment de. Ça dépend. Voilà, on peut toucher un nombre variable de personnes. Et le monde de l'entreprise vient dans l'atelier Canopée, hors formation enseignement. Pas encore. Pas encore, voilà, parce qu'effectivement, on n'est pas connu. On va dire, voilà. Donc, c'est un challenge d'aujourd'hui, d'inviter, effectivement, les uns ou les autres. Voilà. Et puis Christophe commence à faire relier des informations sur les badges, etc. Alors, je reprends mon rôle de maître du temps. Merci Delphine. Je crois qu'il y avait un renseignement très concret qui vous était demandé, c'est vos horaires d'ouverture. Alors, les horaires d'ouverture, en fait, c'est du lundi au vendredi. Donc, le lundi et le jeudi, c'est 13h30, 18h. Et le mardi, mercredi, vendredi, mercredi, c'est 10h, 18h. Et le vendredi, c'est 10h, 17h. Mais en fait, quand on organise certaines animations, ça peut être jusqu'à 19h, 20h. Et à la fois, ça a duré jusqu'à 20h30. Voilà. En fait, voilà, on s'adapte, pareil, ça fait partie de l'adaptabilité. Ok, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne sur un petit film tout simple qui va durer quelques secondes. C'est juste la présentation de la norme ou de ce label Learning Lab Network. Voilà, donc je laisse terminer la vidéo. Donc en fait, vous voyez, vous avez vu le sigle IDEA, donc c'est de ce dont je parlais tout à fait au début, cette collaboration entre l'INSA Lyon et l'EM Lyon qui ont créé un Learning Lab très ouvert sur les entreprises et qui donc va nous ramener à ce que Olivier tout à l'heure avait commencé à aborder et que je crois Ludivine va pouvoir continuer. Merci Ludivine de nous avoir rejoints. Voilà, on vous entend. Je me tais. Oui, je sais. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'étais de retour au vol où en était Olivier. Donc là, vous voyez une photo de l'IFP School. Et l'intérêt pourquoi je souhaite vous montrer ça. Donc, c'est ici qu'on veut implanter notre futur Learning Lab. Et ce qui est intéressant, je vais juste un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est que en gros, ici, le bâtiment qui est déjà existant, c'est la résidence de nos étudiants. Et le futur bâtiment qu'on veut mettre, là, qu'on projette, ce serait vraiment collé à la résidence des étudiants. Parce qu'on veut vraiment qu'ils en profitent, qu'ils viennent vivre dans ce bâtiment-là.
Et donc, on est implanté au sein de l'IFPEN, mais vraiment très proche de la résidence. Voilà. Pour expliquer les objectifs. Voilà. Donc les objectifs de la construction du bâtiment, ça ne sera pas que pour l'école, ce bâtiment-là, mais pour nous, école, une partie du bâtiment va nous être attribuée, c'est concevoir des locaux pédagogiques innovants. Je vais vous montrer, il y a 3 endroits. On en est, enfin, voilà, c'est pour horizon fin 2019, 2020. Alors, ça, c'est les plans. Voilà, les 3 endroits. On a ce qu'on appelle un espace pédagogique de formation et d'exposition. Donc c'est pour que les élèves puissent voir concrètement certaines pièces auxquelles ils voient juste des photos, ils n'y ont pas forcément accès. Le Learning Lab en tant que tel, espace de coworking, et puis aussi studio vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on imagine ça. Donc, le fameux espace pédagogique de formation et d'exposition, ce qu'on imagine, c'est une sorte de, comment dire, avec plusieurs ateliers pédagogiques autour de pièces. Donc, par exemple, ici, vous voyez une pièce qui sert au forage, donc des pièces qui sont utilisées dans l'industrie. Mettre en place des ateliers de réalité virtuelle. Donc, les gens arrivent avec des tablettes, ils flashent le code, et puis ils peuvent tout de suite se projeter l'environnement industriel où est utilisé l'objet. Donc, ça va demander une certaine mise en œuvre, hein. Il va falloir aller filmer, prendre des photos des endroits. Comme ça permet de voir à quoi sert l'objet, où est-ce qu'il est utilisé, si c'est une plateforme de forage en mer ou des choses comme ça. Ça permet une immersion et pas juste des photos. Voilà, donc... il faut savoir que nous, la réalité virtuelle, on l'a déjà introduite à l'école, et donc ce sera un petit peu un complément de ce qui est déjà commencé. Hein. D'accord ? Donc on utilise déjà la réalité virtuelle pour faire des visites, des inspections d'équipements industriels qu'on ne peut pas faire à l'école. Et là, ils pourront en plus toucher certaines pièces qui verront dans la réalité virtuelle. Donc on sera vraiment dans l'immersif là. Voilà. Donc il y a cette première salle qui va servir pour plusieurs domaines de l'école, c'est-à-dire l'amont pétrolier et puis aussi le raffinage. La deuxième partie, donc c'est des studios vidéo, parce que depuis quelque temps, nos élèves nous demandent, et nous aussi, de plus en plus pouvoir produire des petits films. Le PowerPoint, c'est en train de passer, on veut aller un petit peu plus loin. Nous, on a fait donc 2 MOOC déjà. On a travaillé avec une société et on a été se filmer chez eux, mais à terme, on va en refaire d'autres. Donc, on veut avoir des studios vidéo, on va dire un peu clé en main, facile à utiliser, avec des logiciels pour pouvoir faire facilement des montages. Donc, on veut que nos élèves aussi puissent le faire, pas en autonomie complète, mais quasiment. Donc, il existe ça s'appelle Rapid, ce genre de choses, qui proposent des choses pour se filmer facilement. Notre ami Christophe Baquier à Lyon a fait ça aussi. Hein. Il a créé un studio où les profs viennent, ils font directement leurs enregistrements. Et bon, si vous allez faire un tour à Lyon, allez jeter un coup d'œil à ce que fait Christophe. C'est assez rigolo de voir comment petit à petit les profs ont osé aller s'enregistrer tout seuls comme des grands. C'est assez spectaculaire. Ouais. Les élèves le font très volontiers. Hein. Eux, ils n'ont même pas du tout inhibés. Ils vont, on leur donne les clés. Faut plutôt même, fallait un peu les contrôler, mais eux, ils y vont très, très, très facilement. Donc, on a des élèves, par exemple, qui font des concours, qui participent à des concours d'entrepreneuriat ou autres. Pour l'instant, on fait ça dans une salle qui est pas qu'on doit équiper à chaque fois. Là, on aura vraiment un lieu dédié. Et donc, le dernier endroit, c'est l'espace de coworking, le Learning Lab. Donc, ce qu'on imagine. On a un petit peu regardé justement la vidéo que vous avez montrée. Clairement, si je descends, là, je continue sur les slides. J'ai une photo de cette... voilà, mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi. Hop, stop. Voilà. Clairement, on avait bien identifié ce Learning Lab que vous avez montré là en vidéo. Avec des écrans qui bougent, qui sont retransmis sur l'écran principal, sur le mur principal, du mobilier qui bouge bien. Enfin voilà, vraiment, il nous plaît bien. Cet endroit-là nous avait bien plu et
on imagine un petit peu des choses comme ça. Et puis sur les espaces un petit peu plus conviviaux, voilà, on a regardé déjà un petit peu le type de mobilier qu'on voudrait avoir. On retrouve ce que Delphine nous a présenté en fait, du mobilier sur roulette et des espaces conviviaux. C'était un des 2 points que Delphine nous a présenté. On est exactement. En plus, on est en train de rêver. On peut dire que le Learning Lab qui fait le plus de bruit, c'est celui de l'EPFL à Lausanne, une école polytechnique fédérale suisse, là, qui est sponsorisée par Roley, peut-être. Enfin, je sais plus qui est le grand sponsor. Rolex, tu as raison. Voilà, c'est ça. Et là, ça fait rêver. C'est une soucoupe volante, leur truc. Hein, c'est du délire, leur Learning Lab. Hein. Enfin bon, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller jusque là pour que ça soit sympa et que ça marche, mais il y a des gens qui vont quand même. Il y a des initiatives invraisemblables. Faut pas oublier le nombre d'étudiants qu'il y a à l'EPFL. Hein. En première année, ils sont 12 000. Hein. Donc faut voir c'est une des plus grandes écoles d'Europe. Hein. D'accord. Bon. Mais effectivement, alors nous, sans aller à la soucoupe volante, on a quand même beaucoup de chance parce que vous avez vu ce que Ludivine, donc, qui est chef de projet pour l'école, hein, on va quand même avoir un bâtiment dédié à ça. Hein. Je remonte un petit peu. Et on va avoir un bâtiment qui est là en vert, qui va être dédié à ça, et qu'on a choisi de mettre à côté, ça c'est un truc important, à côté des étudiants. Hein. C'est-à-dire que c'est à côté de la résidence étudiante. Et Ludivine, parce qu'on a parlé beaucoup de liens avec les industriels, notre idée, c'est aussi de l'ouvrir. Alors, il sera forcément ouvert. Il sera forcément ouvert parce que on a 2 étages en gros pour nous et l'étage restant sera pour l'incubateur d'IFP-EN. Donc, les IFP-EN aident des PME, des startups à se développer et donc, ça sera pour les accueillir. Voilà. Le coût de mise en place. C'est bon. Ce que vous faites à l'IFP, on ne sait jamais combien ça coûte. Ça coûte très cher, mais on ne sait jamais combien ça coûte. Mais c'est très bien. Ça sert de modèle aux autres, c'est parfait. Typiquement, par exemple, les ateliers pédagogiques autour des pièces, celui-ci, donc c'est pas le cœur du Learning Lab, l'espace de coworking, mais par exemple ça, la réalité virtuelle, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement cher. Ça demande du temps, ça demande de quelqu'un qui sache le mettre en place. Et ce qu'on compte faire, c'est qu'on compte faire une 12aine d'ateliers avec une 12aine de monde, si vous voulez. On va en faire 2-3 comme démonstrateurs et on espère montrer ça à nos industriels et qu'après nos industriels peut-être nous sponsorisent les suivants. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec aussi. Hein. Donc le premier MOOC, on l'a fait en tant que démonstrateur et ensuite on est allé chercher les industriels qui nous ont payé les suivants. Donc nous, on travaille avec l'industrie tout le temps. Donc une grosse partie de ce genre de subventionnement vient de l'industrie. Donc et puis derrière, on a aussi un centre de formation professionnel qui s'appelle IFP Training, qui va pouvoir aussi utiliser ça. Donc c'est vrai que le bâtiment, là, moi je sais pas combien ça coûte, mais je sais pas si c'est l'IFPEN qui paye. Ouais. Donc le bâtiment est pris en charge par l'IFPEN, d'accord. Donc le COFI, qui est une des branches d'IFPEN, donc on connaît pas le prix du bâtiment. Par contre, les industries, tout ce qui est, les ateliers pédagogiques. On a perdu peut-être l'IFP School. On va leur laisser le temps de nous rejoindre. Alors, je peux peut-être avancer un petit peu dans leur diaporama. Donc, effectivement, on voyait l'idée d'avoir à la fois l'espace d'exposition 3D, etc. Peut-on dire que Learning Lab égale CDR, c'est-à-dire centre de recherche? Ouais, je trouve que c'est un peu ça, Sylvain. C'est un peu l'idée, effectivement, d'avoir plusieurs choses qui sont en train de se marier. Et puis on cherche. Je crois que je suis pas sûr que on est tout à fait écrit complètement ce que ça doit être. Pour l'instant, il y a un réseau qui existe. Il y a des choses qui se font. Je pense que c'est encore une initiative en train de mûrir, etc. Donc, le temps que vous étiez partis et revenus, Olivier et Ludivine, je répondais à la question de Sylvain Lalou. Là, est-ce qu'on peut dire qu'un Learning Lab, c'est un centre de recherche, un incubateur, plus un Fab Lab, plus un espace de coworking? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là? Un centre de ressources. Ah, pardon. Tu as dit centre de recherche. Un centre de ressources. Ouais. Ça nous va. Alors, nous, le Fab Lab, on l'a un peu, Fab Lab au sens prototypage, on l'a un peu sorti. Oui. On a dit qu'on ne faisait pas parce que ça coûte cher. Là, faut acheter des machines. C'est autant la réalité virtuelle, on est quand même
on est quand même dans des choses qui sont abordables pour des écoles. Autant si on veut des découpeuses laser, ben là c'est du matériel, il faut sortir l'argent. Hein, il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est pas que des logiciels qu'on peut négocier en tant qu'école. Hein. Donc là c'est du matériel qu'il faut acheter. Donc là nous on a décidé de continuer à travailler avec le CESI. Donc. Mais ça pourrait être tout ça un learning lab parce que c'est vrai qu'on a mis des mots et des cases. Et pour moi finalement du learning by doing, donc faire apprendre en faisant. Pour moi c'est un très bon mélange là tout ça. Ouais. Okay. Mais tout dépend de ses propres besoins, c'est vrai. Je pense qu'il faut pas tout faire, quoi. Faut exactement voir les objectifs qu'on veut. Nous, notre objectif, c'est aussi de travailler avec nos entreprises partenaires. Hein. Donc, on est une école d'application, donc on veut sortir du monde académique et être très proche du monde professionnel, en fait. Oui, ce qui me frappe dans ce que tu dis, que j'ai pas identifié à ce point-là, c'est à quel point vos Learning Labs, vous allez les fonder sur une notion de réseau. Réseau d'entreprise, réseau d'initiatives, etc. Et ça change complètement de la vision très centralisée d'une école finalement. Là, c'est vraiment un lieu de partage, d'échange, d'expérimentation, et je pense que la dimension réseau est vraiment extrêmement innovatrice. Non, mais enfin, clairement, là, ce qui est en train de. Enfin, on peut dire qu'on arrive à bien travailler avec IFPEN, le département qui est en charge des PME, PMI, soutien aux PME, PMI, start-up. Vraiment, et dans le cadre des projets étudiants, ils s'impliquent avec nous. Et puis là, on va construire quelque chose avec eux aussi. Donc, il y a un vrai échange avec l'IFPEN et avec les entreprises. Type PME, PMI. Vous avez dû regarder le Learning Lab Network là dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça fait partie de vos cibles d'adhésion ou pas? Il faut qu'on en discute. J'avoue que je connaissais pas forcément. Donc, il y a en plus de ce qu'on a dit, il me semble qu'une des caractéristiques, c'est ce lien avec la recherche. Un peu comme le disait Delphine tout à l'heure, ça me paraît assez malin, c'est-à-dire que ces Learning Labs soient aussi objets de recherche, alors je suppose par l'université ou autre, et peut-être qu'effectivement là il y aura des pistes peut-être intéressantes. Je sais pas, c'est comment capitaliser vraisemblablement aussi sur ce qui s'y fait. C'est sûr que nous, donc, ça devrait être opérationnel à partir de 2019. Ouais, j'espère qu'en janvier 2020. D'accord, donc 2019-2020, on va voir, hein, c'est quand même un gros truc, hein, d'accord, mais 2019, d'accord. Et donc, oui, on va voir un peu, on va apprendre en marchant encore une fois, comme on a fait avec les MOOC. Super. On arrive au bout de notre... Et on a encore beaucoup à apprendre. On arrive au bout de notre heure de rendez-vous. On n'a pas pris beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. Je ne sais pas si on peut encore laisser les initiatives se prendre dans la zone de discussion. Je vous laisse peut-être nous faire remonter une ou deux questions et puis on en restera là pour aujourd'hui. Je vois qu'effectivement il y avait un lien qui a été fait sur le site du Learning Lab Network, donc qui est effectivement un label qui est disponible sur ces questions-là. Bon, finalement, je connaissais pas tout l'étendue du réseau Canopé, qui me paraît quand même déjà extrêmement étendu. Pour moi, j'avais pas beaucoup de repères sur les Learning Labs existants. C'était une des questions que Christophe nous avait posées. Bon, je pense que quelque chose sur lequel il faut rester en veille. C'est un endroit où il y a des initiatives qui sont en train de se alors, la région lance un dispositif autour des tiers-lieux, ah oui, c'est ça, dans lesquels on imagine le service Learning Lab. Donc, avis aux initiatives, très bien, super, évidemment. Eh ben, écoutez, il y aura un peu d'argent en Normandie pour développer des initiatives sur les tiers-lieux. Je crois qu'effectivement, ça fait partie des prochaines étapes possibles de ce genre de discussion. Merci à vous trois de votre disponibilité, de nous avoir renseigné. Delphine, j'imagine qu'on va avoir l'occasion de se recroiser. Vous avez un lien envoyé par Christophe pour les participants noter la qualité de ce qu'on a fait aujourd'hui et peut-être effectivement aller vers d'autres webinaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore à Delphine, Olivier et Ludivine et à bientôt pour d'autres aventures.